Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Donc comme tu dois le savoir si tu as regardé mes vidéos sur ma chaîne ces dernières semaines, je suis partie en voyage en van pendant 5 jours au Québec et du coup dans cette vidéo je vais te parler de comment organiser son voyage en van au Québec, c'est-à-dire comment j'ai fait pour trouver l'entreprise avec laquelle j'ai loué le van que j'ai utilisé, mon itinéraire, mes conseils, les emplacements, l'hygiène, le budget, enfin bref, tout ce que selon moi tu dois savoir pour organiser ton voyage en van au Québec. Donc pour te remettre un peu dans le contexte, je suis partie au début du mois de juillet, c'est-à-dire au moment du long week-end férié de la fête du Canada qui est le 1er juillet. C'était littéralement mon premier voyage en van, ça faisait quand même longtemps que j'avais envie un peu de tenter l'expérience, mais c'était ma première vraie expérience pour le coup. Et c'était que 5 jours. Donc c'était quand même un voyage assez court, on va dire, même si je pense qu'en 5 jours, j'ai quand même emmagasiné un bon nombre de conseils, de choses que je referais et que je referais pas si je devais repartir en voyage en van. Donc forcément, cette vidéo va être basée sur mon expérience de novice, je pense qu'on peut le dire. Donc si toi, t'es déjà un expert du voyage en van et que tu cherches juste des informations sur le Québec pour voyager en van, cette vidéo va peut-être pas être pour toi. J'espère que tu vas pouvoir en tirer quelques conseils, mais je pense pas que toute la vidéo va te servir. Donc la première chose dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est bien sûr le van. Donc vu que je savais que je voulais tenter de partir voyager en van, j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus et bien sûr à chercher une entreprise de location de van au Québec. Honnêtement, le fait de partir en voyage en van aménagé ou en fourgon aménagé, c'est quand même plutôt répandu au Québec et au Canada de manière générale, donc je vais pas te mentir, j'ai pas trop galéré à trouver des entreprises de location de van aménagé au Québec. Donc j'ai fait mes recherches et finalement j'ai réduit ma liste d'entreprises de location de van vers lesquelles je voulais me tourner à 2 et mon choix s'est porté à la fin sur l'entreprise qui s'appelle Le Baroudeur, tout simplement parce que leur prix rentrait un peu plus dans mon budget pour cette petite semaine de vacances. Donc pour te parler rapidement du Baroudeur, en fait c'est une entreprise qui achète et convertit des Dodge Grand Caravan pour pouvoir les louer en fait pour partir en voyage en van, et c'est quand même des Dodge Grand Caravan qui sont assez récents parce que moi celui que j'ai loué il datait de 2019. Et donc ces Dodge Grand Caravan sont totalement convertis pour que tu puisses quand même être relativement autonome sur les routes, que tu partes au Canada, aux États-Unis ou que tu décides tout simplement de rester au Québec. Donc maintenant je vais vraiment te parler de l'intérieur du van, de l'équipement qui était fourni avec la location du van et tout ce qui vient avec tout simplement. Si cette partie t'intéresse pas vraiment, je te mettrai dans la barre d'infos les timestamps des différentes parties de cette vidéo, notamment si t'es plus intéressé par l'itinéraire ou par le budget. Donc l'intérieur du van, c'est-à-dire la banquette arrière normalement, est en fait constitué de 2 banquettes, c'est-à-dire vraiment 2 petits canapé finalement, avec une table qui est amovible. Sous l'une de ces 2 banquettes, il y a un coffre pour pouvoir ranger la couette, les 2 oreillers et aussi le protège-matelas. Et sous la banquette qui est juste en face, donc c'est-à-dire la 2e banquette, il y a vraiment 2 espèces de coffres pour pouvoir ranger tout simplement tes affaires, donc que ça soit une valise, un sac à dos, tes courses, un peu ce que tu veux finalement. Donc ces 2 petits coffres sont vraiment en fait faits pour être des compartiments à bagages. Et enfin ces 2 banquettes avec cette table amovible se transforment pour devenir un lit double pour la nuit, parce qu'évidemment il faut bien dormir quelque part. En ce qui concerne l'arrière, c'est-à-dire le coffre du van, c'est là qu'il a été complètement transformé en fait pour être le plus autonome possible quand tu pars en voyage. Donc ça a vraiment été conçu, je suppose quand même, pour être le plus pratique possible, et honnêtement après l'avoir testé pendant 5 jours, même si c'était quand même une période assez courte, je peux dire que j'ai pas été déçue. J'ai trouvé que c'était très pratique et en fait juste très bien pensé. Donc l'arrière du van se compose tout d'abord d'une glacière électrique de 12 volts, donc qui fonctionne quand on roule. On trouve aussi un réchaud avec donc 2 ronds, c'est-à-dire que tu peux littéralement faire chauffer ta casserole de pâtes et une poêle à côté. Vu que c'est un réchaud qui fonctionne au propane, il y a aussi une bouteille de propane qui est fournie avec la location du van. Tu trouves aussi un espèce de compartiment avec tout ce qu'il te faut pour la cuisine, donc que ce soit la vaisselle, les poêles, les casseroles, les ustensiles de cuisine, les couverts, t'as même ta French press pour te faire le café le matin. On y trouve aussi un évier qui est rétractable, donc ça veut dire qu'il prend bien moins de place, et ça je peux te le dire, c'est très pratique. Avec l'évier rétractable, bien sûr, tu as un réservoir d'eau potable de 20 litres et tu vas également trouver une nappe, des torchons, du lave-vaisselle biodégradable. Mais il y a également dans le tout fond du coffre 2 chaises de camping, une table de camping, une glacière qui est pliable et une douche solaire, ou plutôt une douche à pression d'une capacité de 8 litres. Et donc pour finir le descriptif de l'équipement du van, je vais rentrer dans la catégorie divers où je vais te parler de tous ces outils qui sont également fournis lors de la location, mais que je ne savais pas trop dans quelle catégorie mettre. Encore une fois, j'ai encore trouvé que c'était dans le but de vraiment proposer une location la plus complète, la plus pratique possible, et ça j'ai vraiment trouvé ça cool. Donc par exemple au niveau de l'intérieur, donc quand tu transformes ta banquette en lit, tu avais également 2 lampes solaires de chez Decathlon, et ça je peux te dire que c'est très pratique parce que le soir t'as pas très envie de faire tourner ton moteur pour avoir de la lumière. Il y avait également à disposition une grosse batterie qui se rechargeait bien sûr sur la batterie de la voiture, avec dessus 2 prises au format canadien, enfin nord-américain,
et 2 prises USB. Et enfin, il y avait aussi un câble jack et un porte-téléphone pour la route si bien sûr tu décides d'utiliser ton portable en guise de GPS. Donc si tu souhaites consulter la liste vraiment complète de tout l'équipement qui est fourni dans le van que personnellement j'ai loué, eh bien je t'invite à regarder en barre d'infos, je t'aurais mis le lien de l'article vers mon blog où là je t'aurais beaucoup plus détaillé que ce que je fais dans cette vidéo. Donc je t'invite à aller lire l'article si tu as besoin d'avoir un peu plus de détails par rapport à tout l'équipement. Donc maintenant que je t'ai parlé du van, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo concernant bien sûr un peu plus l'organisation, et là je vais te parler cette fois-ci de mon itinéraire. Donc pour te situer un peu au niveau des dates, moi je suis partie le mardi 30 juin au soir, donc vers 17 h à peu près, et je devais rendre le van le dimanche 5 juillet entre 10 h et 15 h. Donc pour ce voyage, personnellement, j'avais quand même décidé de rester au Québec, déjà parce qu'il y avait quand même des choses, il y a toujours des endroits que je n'ai pas vus au Québec et que c'était la bonne occasion pour découvrir un peu plus cette province dans laquelle j'habite en tout depuis peut-être 3 ans je pense. Mais aussi parce que en raison du Covid et tout ça, le gouvernement canadien ne recommandait pas nécessairement les voyages entre provinces. Et que comme j'avais envie de rester au Québec, ça m'arrangeait bien, surtout que je partais quand même que 5 jours, ça reste un voyage assez court, donc j'allais pas non plus aller jusqu'au Manitoba par exemple. Pour décider de mon itinéraire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les endroits que je n'avais pas encore visités au Québec et que je voulais visiter. Et finalement, donc mon choix s'est porté sur la région de Charlevoix, qui en fait est située au nord de la ville de Québec, sur la rive ouest du Saint-Laurent. J'ai aussi également listé les activités que je voulais faire au Québec pour voir s'il y en avait certaines quand même qui collaient avec le fait que j'allais partir dans la région de Charlevoix, et il y en avait 2 qui collaient avec cette région-là. La première activité, c'était que je voulais absolument faire, ou en tout cas essayer de faire, la randonnée de l'acropole des Draveurs au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, et bien sûr j'ai eu de la chance parce que c'est dans la région de Charlevoix. Et également je voulais aller faire une croisière d'observation des baleines à Tadoussac, ou en tout cas dans l'embouchure du Saint-Laurent. Donc en ayant noté tout ça et n'ayant encore une fois que assez peu de temps pour partir en voyage, j'ai commencé à tracer mon itinéraire. Et donc pour répondre à cette question, oui, j'ai tracé tout mon itinéraire avant de partir. Sur des voyages aussi courts en termes de jours, je préfère prévoir tout mon itinéraire plutôt que de partir en fait sans avoir trop prévu. Le fait de partir sans avoir trop prévu vraiment ce que je vais faire, c'est quelque chose que je fais quand je pars en voyage assez longtemps, mais pour des voyages aussi courts et surtout au début de la saison estivale au Québec, c'est pas quelque chose que je voulais vraiment tenter. Et donc finalement, j'ai décidé d'un certain itinéraire qui est donc celui que je vais te présenter maintenant. Je suis donc partie le mardi soir de Montréal, j'ai roulé jusqu'à Québec et j'ai dormi à Lévis, donc la ville qui est juste en face de Québec. Donc le lendemain, je suis partie de Lévis et je suis partie visiter le parc de la Chute Montmorency qui est à quelques kilomètres de Québec, peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Après avoir visité le parc de la Chute Montmorency, j'ai repris la route jusqu'à Baie-Saint-Paul et j'ai dormi à côté de Baie-Saint-Paul, à quelques kilomètres à peu près de la ville. Donc le lendemain, après avoir dormi à Saint-Hilario, donc qui est à quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul, j'ai repris la route et je suis partie au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Et en fait, j'ai passé littéralement toute la journée à grimper en fait pour faire la randonnée de l'acropole des Draveurs. Peut-être pas toute la journée, je suis bien d'accord, mais c'était quand même assez crevant, donc autant te dire que quand je suis redescendue à 14 h 30, j'avais pas très envie de m'enchaîner une autre randonnée. Donc après cette randonnée, j'ai repris la route pour trouver un emplacement bien sûr pour dormir le soir même, et je suis arrivée dans la ville de la Malbaie qui a clairement été un gros coup de cœur de mon voyage. Après avoir dormi une nuit à la Malbaie, j'ai repris la route direction Tadoussac. J'ai passé la journée à Tadoussac, j'ai fait donc la croisière d'observation des baleines. Et le soir, je suis finalement repartie à la Malbaie parce que j'ai découvert pendant mon voyage et quand j'étais en train de chercher des emplacements pour dormir le soir qu'il était totalement illégal, interdit, tous les autres synonymes pour dire que je n'avais pas le droit de dormir à Tadoussac. Donc je suis repartie direction la Malbaie parce que l'emplacement sur lequel j'étais était parfait la veille, donc je suis retournée là-bas pour dormir. Et le lendemain, je suis repartie vers le sud cette fois-ci, c'est-à-dire en direction de Québec. Sur la route, je me suis arrêtée à l'île d'Orléans où j'ai passé à peu près 2 ou 3 heures je pense. Et je suis revenue dormir au même emplacement que celui que j'avais trouvé pour mon premier soir. Et le dimanche, ma journée a juste consisté à ranger tout le van, à ranger toutes mes affaires et à repartir à Montréal pour redéposer le van. Alors c'est sûr que c'était que mon premier voyage en van et je pense que je peux pas du tout me considérer loin de là comme une experte du voyage en van, surtout après seulement 5 jours, mais je trouve que j'avais quand même tracé un bon itinéraire parce que tous les temps de trajet étaient quand même bien balancés. Enfin,
il n'y a aucune fois où j'ai dû faire 6 heures de route d'affilée. Le maximum, je pense, a été 3 heures de route et c'était de Montréal à Québec et sur le chemin du retour, bien sûr, de Québec à Montréal. Donc je trouve vraiment que pour 5 jours, c'était un bon itinéraire. J'ai pas couru, j'ai vraiment profité et puis surtout, j'ai vu des trucs trop beaux, quoi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, bah écoute, je te recommande cet itinéraire, voilà. Alors, passons maintenant au vif du sujet du voyage en van, c'est-à-dire les campements, les logements, les emplacements, bref, où je dormais et comment je faisais pour trouver ces emplacements et ces logements. C'est une question, à vrai dire, qui est souvent revenue pendant que je postais sur Instagram pendant mon voyage, et à juste titre d'ailleurs. Alors pour être totalement honnête, vu que je venais de payer la location d'un van qui pour moi devait me servir comme logement et à la fois comme transport, j'avais pas nécessairement très envie de repayer un emplacement dans un camping qui s'élève souvent à 40 $ la nuit plus taxe au Québec pour pouvoir dormir, alors que je venais littéralement de payer un van pour pouvoir dormir dedans. Sachant que je m'étais quand même renseignée et le camping sauvage est autorisé au Québec, même si ça commence à l'être de moins en moins, c'est quand même autorisé. Bref, moi je voulais vraiment privilégier au maximum de trouver des emplacements gratuits, non pas que je sois une pince ou quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'en général il y a déjà bien moins de monde et que les emplacements gratuits peuvent également venir avec des superbes vues, et je pense que j'ai pu te le montrer dans mes 3 vlogs en fait de mon voyage en van. Surtout mon premier soir, j'ai une vue magnifique, mon deuxième soir aussi d'ailleurs. Enfin, j'ai eu des couchers de soleil inimaginables et j'étais pas du tout dans des campings municipaux, donc comme quoi ça vaut le coup, et évidemment les emplacements sur lesquels j'étais étaient toujours autorisés aux vannes, aux camper van et aux camping-cars, je préfère le préciser avant qu'on me tombe dessus. Après je pense que c'est aussi une question de bon sens, j'ai parfois trouvé des emplacements où finalement quand j'arrivais sur place il y avait un panneau tout frais qui disait que c'était interdit de camper ici, donc pour les vannes, camping-cars, camper van, tout ce que tu veux. Donc dans ces cas-là évidemment je restais pas, et quand j'arrivais dans un endroit où il n'y avait pas de panneau et où il y avait déjà eu des commentaires sur les applications que j'utilisais en disant que d'autres personnes avaient campé là et qu'il n'y avait pas eu de problème, bien sûr à la fin tu laisses l'endroit clean, tu ramasses tes déchets, enfin pour moi c'est un peu du bon sens, mais il est bon de le rappeler. Donc pour trouver les emplacements, donc les spots où j'allais dormir à chaque fois le soir, j'ai beaucoup utilisé l'application iOverlander. En fait c'est une application collaborative sur laquelle tu peux très bien te créer un profil et tu peux chercher des emplacements, que ça soit du camping informel, du camping sauvage, des campings municipaux, comme beaucoup d'autres choses concernant la vie en van, donc ça soit des points d'eau, des toilettes, des douches, aussi des emplacements pour aller jeter tes eaux grises et tes eaux noires par exemple si tu décides de partir par exemple en caravane ou en camping-car plutôt qu'en van. Ce que j'ai trouvé super bien avec cette application, c'est que vu que c'est collaboratif, il y a quand même des commentaires qui sont plutôt récents. Après je me suis quand même rendu compte que c'était peut-être pas l'application qui était le plus souvent mise à jour par les utilisateurs, donc ce que j'ai fait au fur et à mesure, grâce à une fille que j'ai rencontrée mon premier jour, ou mon deuxième, je sais plus, c'est que j'ai commencé à télécharger et à utiliser 2 autres applications qui sont Wikicamps et Park4Night. Donc c'est une fille que j'avais rencontrée à mon premier spot qui m'a recommandé Wikicamps, et Park4Night je connaissais de nom mais je l'avais pas téléchargé. Donc j'ai utilisé ces 3 applications pendant mon voyage et j'ai trouvé qu'elles se complémentaient assez bien. Par exemple si je trouvais un emplacement qui avait l'air pas mal sur iOverlander mais que les commentaires n'étaient pas si récents que ça, eh bien j'essayais de voir si cet emplacement était aussi listé sur Park4Night ou Wikicamps pour voir s'il y avait des commentaires un peu plus récents. Il y avait aussi bien sûr des emplacements qui étaient sur Wikicamps qui n'étaient pas nécessairement sur Park4Night ou sur iOverlander et inversement. Donc le fait de pouvoir croiser les informations de 3 applications, ça m'a vraiment permis de jamais être en rade d'emplacement. Et ça c'est quand même cool parce que c'est bien de dormir dans ta voiture, j'ai aucun problème à le faire, mais quand t'as pas nécessairement d'emplacement, que tu sais pas trop où tu vas te garer, bah je pense que ça doit pas être très agréable. Je suis contente parce que j'ai pas eu ce problème. Et comme je le disais aussi, ces applications me servaient pas uniquement pour trouver les emplacements où dormir, ça me permettait aussi de voir s'il y avait des douches dans le coin, des supermarchés, des points d'eau potable par exemple. Donc c'est pas uniquement des applications qui servent pour trouver des emplacements pour dormir et se stationner le soir, il y a vraiment un nombre de filtres inimaginables sur ces applications là. Et grâce à ça, en fait, tu peux vraiment trouver tout ce dont tu as besoin quand tu pars en voyage en van ou en camping-car. Donc je te recommande vraiment de télécharger ces 3 applications. À la fin finalement j'utilisais un peu moins iOverlander, un peu plus Wikicamps, juste parce que l'application est un peu plus mise à jour et faisait un peu plus moderne, donc c'est un peu plus agréable de naviguer dessus. Mais après ça c'est une préférence, voilà. Donc mon premier emplacement c'était le parking d'un parc municipal qui s'appelle le parc de Lance Benson, qui n'est pas situé exactement à Lévis mais dans la ville de Saint-Romuald, donc qui est aussi en face de Québec. Et c'est un parc municipal qui est situé dans une aire résidentielle, donc c'est quand même très calme. C'est d'ailleurs là où j'ai pu voir un coucher de soleil le premier soir sur le pont de Québec inimaginable, la vue était magnifique
et c'est un emplacement que j'ai trouvé très bien pour dormir pour une nuit. J'y suis d'ailleurs retournée mon dernier soir. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y avait sur place une petite fontaine d'eau potable, donc ça m'a permis de remplir ma bouteille d'eau. Il y avait aussi des tables de pique-nique, donc que ça soit pour le soir ou pour le matin, pour le petit-déj, c'était quand même appréciable, même si bien sûr avec le van étaient fournis les 2 chaises de camping et la table de camping. Comme je le disais, il y avait une vue magnifique aussi. Par contre, il y a quand même quelque chose à noter, c'est que bien sûr, je préfère quand même le préciser, mais il n'y avait pas de wifi public et il n'y avait pas non plus de toilettes. C'est un emplacement que j'ai trouvé génial pour dormir. Après, je sais pas si c'est un emplacement que je recommanderais pour plusieurs nuits, surtout du fait qu'il n'y a pas de toilettes, mais c'est quand même un spot que j'ai trouvé super et franchement pour le premier soir c'était parfait. Et c'est un emplacement que j'ai trouvé sur iOverlander. Quand je suis arrivée à Baie-Saint-Paul, j'ai trouvé d'ailleurs un emplacement un peu similaire à mon emplacement du premier soir au parc de Lance Benson, parce que c'était aussi le parking d'un parc municipal et il y avait également des tables de pique-nique. Mais quand je suis arrivée, il y avait un panneau tout frais qui disait interdit aux vannes, aux camping-cars, aux caravanes, interdit de stationner entre 23h et 7h, c'est-à-dire pile quand t'as envie de dormir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée à cet emplacement pour le dîner et ensuite je suis partie. Mais c'est quand même un spot que je te recommande parce qu'il y avait une belle vue sur un petit parc, la petite baie. C'était très calme aussi parce que c'était dans une aire résidentielle, c'était très sympa. Donc je te recommande quand même en fait de jeter un œil, ça te permet de te garer, de te stationner, de te reposer un peu et d'aller visiter Baie-Saint-Paul pour ensuite repartir vers un autre emplacement. À cet emplacement-là, tu trouves des tables de pique-nique, il y a aussi une vue qui est très sympa. Par contre, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de toilette et bien sûr, il n'y a pas de wifi. C'est aussi un emplacement que j'ai trouvé sur iOverlander. Donc vu que je ne pouvais pas dormir sur ce spot-là, eh bien je me suis dirigée à quelques kilomètres de Baie-Saint-Paul à un autre emplacement à Saint-Hilarion, au Mont de la Croix. Le parking du Mont de la Croix, si je dis pas de bêtises. Et alors littéralement c'est un emplacement qui est vide de monde, la seule population qu'il y a sur place c'est des moustiques, mais j'ai envie de te dire qu'au Québec en été tu peux pas trop échapper aux moustiques. Donc comme je le disais en fait c'est vraiment le parking d'un, je suppose un petit parc, mais en tout cas c'est autorisé d'y aller pour aller voir la grande croix chrétienne qu'il y a sur la petite colline qui surplombe Saint-Hilarion. Et donc sur place tu peux également trouver des bancs et des tables de pique-nique. C'est un endroit qui est super calme pour passer la nuit. Après, encore une fois, je pense que c'est le genre d'endroit, tu restes vraiment qu'une seule nuit parce qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il y avait une table de pique-nique, il y avait... c'est tout en fait. Si, il y avait une très belle vue aussi, mais à côté de ça, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de toilette, donc je pense pas que tu puisses rester un nombre de nuits inimaginable, à moins que tu aies un gros van avec des toilettes dedans et un gros réservoir d'eau. C'est quand même un endroit que je te recommande, mais pour moi, tu arrives vraiment à cet emplacement, tu te gares et tu commences à dormir directement. Tu restes pas là à te stationner pour te relaxer pendant une journée ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a vraiment rien sur place. Mais la vue était quand même très belle. Le coucher de soleil aussi était magnifique. Il y avait une grande vue en fait, je vais peut-être pas dire 360, mais en tout cas il y avait une vue hyper vaste sur toute la région autour, donc Saint-Hilarion. Au fond, vous voyez des montagnes selon le tableau panoramique qui était dans ce petit parc-là du Mont de la Croix. On pouvait même voir l'acropole des Draveurs où j'allais le lendemain. Donc c'était super cool pour ça, mais c'est peut-être pas un emplacement que je recommanderais si tu cherches à te stationner pendant plusieurs jours. Et donc l'emplacement du Mont de la Croix pour cette nuit-là, je l'ai trouvé sur Wikicamps et Park4Night. L'emplacement suivant dont je vais te parler, c'est littéralement le meilleur emplacement, je trouve, que j'ai pu trouver de tout mon voyage, et c'est l'emplacement du quartier de Pointe-au-Pic à la Malbaie. Donc c'est littéralement un parking en face de la jetée. Alors je tiens quand même à préciser que c'est pas le parking de la gare du train de Charlevoix, parce que quand tu arrives à ce parking là, il y a littéralement un panneau avec écrit qu'il est interdit de stationner ici pour dormir. C'est un parking qui est à 50, 100 mètres à peu près, où là il n'y a pas de panneau, c'est un parking quoi. Et je te recommande vraiment cet endroit déjà parce que le quartier de Pointe-au-Pic était trop chou, trop sympa, hyper calme, en face de la jetée. Il y avait plein de petites maisons typiques, il y avait un restaurant d'ailleurs qui était très bon qui s'appelle le restaurant du quai je crois. Et surtout sur place, mis à part le fait que l'endroit était calme et qu'on était littéralement en face du Saint-Laurent, eh bien il y avait des toilettes publiques à la gare du train de Charlevoix, donc à 2 minutes à pied. Évidemment dans ces toilettes tu trouves de l'eau courante, donc il y a de l'eau potable. Il n'y avait pas de table de pique-nique, mais encore une fois, ça je trouvais pas ça très dérangeant vu que j'avais 2 chaises de camping et une table de camping dans le van. Et bien sûr, encore une fois je le précise, mais il n'y avait pas de wifi. Et donc cet emplacement dans le quartier de Pointe-au-Pic à la Malbaie, je l'ai trouvé sur iOverlander. Et enfin le dernier emplacement dont je vais te parler, c'est l'emplacement de la halte municipale de Tadoussac. Je préfère te prévenir dès maintenant, tu ne peux pas dormir en fait à cet emplacement. Je trouve ça un peu dommage, mais en fait c'est interdit, illégal à Tadoussac de se stationner, de camper pour dormir si tu ne vas pas au camping municipal. Et ça, je l'ai appris en fait en lisant les commentaires sur iOverlander de cet emplacement-là.
Mais je te recommande quand même d'aller à la halte municipale pour te stationner, te reposer un peu et surtout pour déjeuner ou dîner ou prendre l'apéro avec la vue. Parce que tu as une vue littéralement sur Tadoussac, sur l'embouchure du Saint-Laurent et sur la rive d'en face qui est donc la rive de Baie-Sainte-Catherine, sur laquelle tu arrives avant de prendre le ferry pour aller à Tadoussac. Donc en fait cette halte municipale c'était vraiment un super arrêt pour déjeuner. Il y a aussi donc des tables de pique-nique sur place, comme je le disais la vue est magnifique. Il y a également des toilettes et donc de l'eau courante. Et donc si tu as besoin évidemment de faire un arrêt aux toilettes ou de remplir ton réservoir d'eau, bah, c'est quand même un bon arrêt. Donc encore une fois il n'y a pas de wifi. Alors je sais que je précise à chaque fois mais en fait on m'a posé la question pendant que j'étais en voyage s'il y avait du wifi sur les emplacements sur lesquels je dormais, donc non. Et c'est un emplacement que j'ai trouvé sur iOverlander également. Donc voilà pour tous les emplacements que j'ai testés pendant mon voyage en van. Pour la catégorie suivante de cette vidéo, on va parler eau et hygiène. Trouver de l'eau, des toilettes et une douche quand tu pars en voyage, c'est quand même un sujet assez récurrent et je sais que ça a été source de beaucoup d'interrogations dans mes DM sur Instagram quand je suis partie, parce que j'ai un petit peu montré le van sur Instagram pendant mon voyage et vous avez quand même été nombreux à comprendre qu'il y avait certains réservoirs de 20 litres mais qu'il n'y avait pas de toilettes dans le van. En même temps, il n'y avait pas trop de place pour mettre des toilettes, hein. Je pense que ça se voyait. Je vais pas mentir, mais alors l'hygiène et le fait de trouver ou non des toilettes plutôt facilement sur la route, c'est un sujet que j'appréhendais un peu avant de partir. En fait, j'ai trouvé finalement que c'était plus facile que ce que j'aurais imaginé de trouver des toilettes et de trouver aussi des points d'eau potable quand tu pars, encore une fois avec les applications que j'utilisais, et puis aussi parce que au Québec, dans les grandes franchises en fait de supermarchés, donc je pense notamment à IGA, Super C, Maxi, Métro, il y a toujours des toilettes. Il suffit d'arriver dans le supermarché et de demander où sont les toilettes et on va forcément te les indiquer. Donc si vraiment au bout d'un moment t'as un peu une envie pressante, il suffit de regarder les supermarchés autour de toi avec les applications ou juste sur Google Maps d'ailleurs et t'auras normalement pas trop de mal à trouver des toilettes proches de toi. Aussi sur les applications donc iOverlander, Weekemps et Park4Night, comme je le disais juste avant, tu peux aussi chercher les toilettes, tu peux chercher les points d'eau potable et tu peux chercher également les points de douche qui sont souvent dans des campings municipaux. On va te demander des frais en échange de prendre ta douche bien sûr si tu décides de pas louer un emplacement pour la nuit, mais en tout cas il y a toujours cette possibilité en fait de prendre une douche. Vu qu'on est sur le sujet de la douche, restons-y. Donc moi dans l'équipement du van il y avait une douche solaire, enfin une douche à pression d'une capacité de 8 litres qui était fournie, mais tu te doutes bien que cette douche là il faut la remplir de 8 litres. Et quand tu as un réservoir d'eau de 20 litres, ça descend quand même assez rapidement parce que tu l'utilises pour tout. Donc c'est-à-dire pour prendre ta douche forcément, pour remplir tes gourdes d'eau pour boire, pour faire ta vaisselle, pour cuisiner. 20 litres, ça descend vite, hein, qu'on se le dise. Donc on va briser la glace maintenant. Je suis partie 5 jours, je n'ai pas pris une douche tous les jours. Voilà, donc traite-moi de crade si tu veux. Mais trouver 8 litres d'eau tous les jours, c'était pas nécessairement évident et donc j'ai pris la décision en fait de ne pas prendre une douche tous les jours. Mais attends, avant de me traiter de grosse crado, j'ai quand même pris avec moi avant de partir un énorme paquet de lingettes pour bébé histoire de quand même pouvoir me rafraîchir un minimum, voilà. Donc j'ai utilisé la douche solaire une fois, j'avais pris une énorme douche avec le shampoing, tout ce que tu veux, juste avant de partir de Montréal et j'ai repris une douche genre 2 jours plus tard. Et le dimanche, quand je suis rentrée chez moi, pareil, hein, j'ai pris une grosse douche, donc voilà. Sinon, j'ai utilisé des lingettes pour bébé et aussi, surtout quand j'étais à la Malbaie où j'ai quand même dormi 2 fois, sur le même emplacement. Dans ces cas-là, tu te fais une espèce de toilette rapide dans les toilettes de la gare du train de Charlevoix parce que t'as un lavabo avec de l'eau courante, donc je me lavais le visage comme ça et puis tu sais si t'as besoin par exemple de te rafraîchir les aisselles, tu le fais à ce moment-là et tout ça. Je sais pas si par exemple si j'étais partie peut-être 2-3 semaines dans ce van là, évidemment j'aurais pris une douche bien plus souvent, mais là comme je savais que c'était sur 5 jours et que l'eau en fait que j'avais dans le réservoir de 20 litres, je préférais l'utiliser pour la vaisselle par exemple ou pour boire la journée, j'ai pas nécessairement utilisé cette eau pour prendre ma douche. J'ai aussi fait le choix sur ce voyage de 5 jours de pas prendre une douche tous les jours, tout simplement parce que sur certains emplacements, c'est pas du tout discret. Donc je pense notamment au spot sur lequel j'étais le premier soir et le dernier soir, donc à Lance Benson, à côté de Québec. C'est un parc municipal, il y avait des familles avec des enfants, tu sais pas nécessairement comment ils vont le prendre aussi, parce que ça reste un camping informel. C'est dans une aire résidentielle, honnêtement je me sentais pas nécessairement à l'aise non plus de prendre ma douche, alors même si je me mets en maillot de bain et tout ce que tu veux, tu prends quand même ta douche littéralement en public et tu sais pas nécessairement si c'est bien vu, donc c'est aussi pour ça qu'il y avait l'option lingette pour bébé. Et maintenant, pour la partie que tout le monde attend, je vais te parler du budget pour ce voyage de 5 jours.
j'ai vraiment tout listé, je m'étais fait un tri count pendant mon voyage, donc littéralement au centime près je pense, je peux te donner mon budget bien détaillé. C'est forcément quelque chose que les gens ont envie de savoir, c'est-à-dire combien tu dépenses pour faire un voyage en van. Moi honnêtement, j'ai toujours eu en tête qu'un voyage en van ça coûtait moins cher. Ne me demande pas pourquoi. Honnêtement, avec le recul maintenant, et puis du fait de l'avoir vécu, même si c'était que 5 jours, pas nécessairement. Je pense que je m'étais pas mis en tête que quand tu dors dans un van, certes, tu payes pas l'emplacement et tout ça, mais bon, il y a quand même la location, et puis aussi tu rajoutes l'essence, ce genre de choses. Donc si tu envisages de faire un voyage en van au Québec, voici ce que j'ai payé pour un voyage de 5 jours pour 2 personnes. Donc si tu as envie de savoir le prix pour une personne, je te laisse diviser les prix que je vais te donner dès maintenant. Donc pour la location du van pour 5 jours, j'ai payé un total de 995,23 $, donc dollars canadiens, ce qui fait un total en euros de 645,35 €. Pour te détailler un peu ce prix, donc ce prix inclut bien sûr la location du van, les taxes, l'assurance pour le van pour 5 jours. Il y a également une compensation carbone qui est automatique en fait quand tu loues avec le baroudeur, et il y a également un supplément parce que je rendais mon van le week-end. Donc voilà à peu près pour le détail du prix de cette location pour 5 jours. Également, j'ai oublié de le préciser, mais dans ce prix était compris un kilométrage de 220 km par jour, donc sur 5 jours un total de 1320 km, et je commençais à payer les kilomètres supplémentaires si je dépassais ces 1320 km. Si tu souhaites connaître les tarifs du baroudeur et de la location de leur van en fonction de la saison, je te laisserai dans la barre d'infos le lien de leur site, et il sera également sur l'article sur mon blog. Pour l'essence, j'ai payé un total de 127,13 $, ce qui fait un total en euros de 82,44 €. Pour la nourriture et les boissons, donc dans les boissons je comprends également des boissons alcoolisées, sur 5 jours, j'ai payé un total de 265,08 $, ce qui fait un total en euros de 171,92 €. Donc comme je le disais, dans ce budget là en fait nourriture, je comprends aussi bien les courses que j'ai faites quand j'ai cuisiné dans le van, donc pour petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je comprends également des boissons, alors que ça soit des cafés au Tim Hortons ou parfois une bière. Et également, il y a un soir où je suis partie au resto. Forcément, le resto, ça coûte un peu plus cher que quand tu fais seulement tes courses au Maxi ou au Super C. Donc voilà, vraiment tous les postes de dépenses reliés à la nourriture et aux boissons sont comprises en fait dans le prix que je viens de te donner. Pour les activités, j'ai payé un total de 171,34 $, ce qui fait un total en euros de 111,33 €. Donc quand je parle d'excursion, ça comprend l'entrée et le stationnement d'ailleurs au parc de la Chute Montmorency, mais également l'entrée au parc national des Hautes-Gorges de la rivière Malbaie, et aussi l'excursion pour aller observer les baleines dans le Saint-Laurent. Et enfin, dans la catégorie extra, qui est la dernière catégorie de ce budget, j'ai dépensé 18,98 $ pour des bières de microbrasserie que j'ai ramenées à Montréal pour boire avec des copains. Et donc en euros, ça fait 12,30 €. Donc ça fait un total de 1584,36 $, soit en euros 1026,76 € pour 2 personnes pour 5 jours. Ça fait donc par personne un total de 792,98 $, ce qui fait en euros 513,38 $. Et enfin, si tu souhaites savoir le budget par jour et par personne, eh bien ça revenait à 158,47 $, soit l'équivalent de 102,70 €. Je précise aussi que dans ce budget, toutes les taxes sont incluses. Généralement, au Canada, que ça soit au supermarché ou quand tu achètes une activité, ce genre de choses, il faut rajouter les taxes. Le prix qui est affiché n'est pas le prix final. Et bien là, dans ce budget, je te confirme juste que toutes les taxes sont incluses. Donc voilà pour mon budget pour ce voyage. Sache qu'il est possible bien sûr de faire moins, je pense notamment à la nourriture. Si tu vas pas au resto, forcément tu vas bien moins dépenser que moi sur ce poste-là de dépenses. Également, si tu ne bois pas d'alcool ou tu décides de pas acheter de bière de microbrasserie pour ramener à Montréal pour boire avec tes copains, forcément et bien, ce poste-là de dépenses va également baisser. Donc voilà, c'était juste à titre indicatif pour mon budget pour un voyage en van pour 5 jours au Québec. Et enfin, je vais finir cette vidéo avec quelques conseils pour voyager en van au Québec. La première chose que je te conseille, ça serait de toujours sélectionner plusieurs emplacements autour de la zone dans laquelle tu voudrais dormir, tout simplement parce que si un emplacement sur lequel tu arrives, où soit il y a un panneau qui vient d'être mis qui interdit de camper sur place, ou juste que l'emplacement te plaît pas du tout, et bien c'est toujours bien d'avoir une solution de repli, d'avoir un plan B pour pas se retrouver en rade à 23h30 au moment où tu serais censé pouvoir te garer et dormir.
Je te conseille donc de regarder toujours 2-3 emplacements et bien sûr de croiser les informations entre les 3 applications dont je t'ai parlé avant, donc iOverlander, Park4Night et Wikicamps, histoire d'avoir les informations les plus mises à jour possibles. Si tu envisages de faire un voyage avec un van qui est similaire à celui que j'ai loué, il faudra quand même prendre en compte qu'il faudra faire des courses quand même plutôt régulièrement et aussi t'approvisionner en eau assez régulièrement parce que tu as juste un réservoir d'eau de 20 litres, en tout cas dans le van que j'ai loué, et aussi parce que la glacière électrique en fait elle est assez petite forcément, et puis surtout elle te permet pas de garder des aliments frais super longtemps ou sur plusieurs jours. Faut quand même se rappeler qu'elle ne fonctionne que quand tu roules, donc la nuit quand tu dors elle ne fonctionne pas. Je te conseille également de bien anticiper le nombre de kilomètres que tu penses faire pendant ton road trip parce que même si dans la plupart des locations tu as déjà un nombre de kilomètres qui est inclus par jour, et bien parfois tu as un peu des mauvaises surprises ou parfois tu décides de changer complètement d'itinéraire. Et si tu anticipes déjà le nombre de kilomètres inclus, le nombre de kilomètres que tu veux faire et le nombre de kilomètres nécessairement que tu vas dépasser en fait par rapport au nombre inclus dans ta location, ça te permettra aussi de mieux anticiper les coûts par rapport à ton surplus de kilométrage. Et enfin, en termes d'essentiel, je t'en conseille 3, surtout si tu voyages en été au Québec, c'est la crème solaire et l'anti-moustique en premier lieu. Les moustiques sont hardcore au Québec et c'est clairement pas quelque chose que j'avais anticipé avant de venir au Québec pour la première fois il y a longtemps maintenant, mais tout de même. Donc je te conseille vraiment de prendre un bon anti-moustique, de prendre une bonne crème solaire aussi parce que le soleil tape. Et enfin, si tu pars en voyage, encore une fois dans un van qui sera similaire à celui que j'ai loué, eh bien prends des lingettes pour bébé si tu ne veux pas nécessairement te doucher tous les jours. Donc voilà, c'est tout pour mon guide pour organiser ton voyage en van au Québec. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que j'aurai pu te donner des informations un peu instructives et que ça t'aura permis d'y voir plus clair si t'envisages en fait de partir bientôt en voyage en van. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi t'as déjà tenté l'aventure en van, si tu l'as déjà tenté au Québec ou si au contraire c'est quelque chose qui te tenterait. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!